Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée aux événements qui ont lieu actuellement en Russie. Alors tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Nous avons Yevgeny Prigozhin, donc une personne qui se met en scène finalement depuis assez longtemps, depuis au moins 6 mois, depuis la bataille de Bakhmut. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier, puisque finalement donc il va commenter ses actions militaires, paramilitaires, mais également critiquer les divers membres du gouvernement russe, les divers acteurs donc qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps dans ce qui est la stratégie russe dans le conflit ukrainien. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque on parle beaucoup de Yevgeny Prigozhin en tant qu'entité. On a tendance à dire que c'est quelqu'un qui a pris quelque part son indépendance et qui aujourd'hui essaie de jouer un rôle sur la scène politique russe. Donc les commentaires auxquels nous avons affaire en Occident ne sont pas forcément compatibles avec la réalité du terrain russe, mais ça j'y reviendrai. Pour ceux qui n'ont pas encore vu de mes vidéos, je tiens à leur préciser que je suis une personne non-voyante, ce qui fait que les enregistrements vidéo que je fais ne sont peut-être pas parfaits. Donc je m'en excuse par avance, je suis un youtubeur débutant et je fais de mon mieux pour que les aspects visuels soient au moins acceptables. Je vous demande un peu d'indulgence et de me laisser un peu de temps pour me perfectionner. Yevgeny Prigozhin. Finalement, ce qui se passe dans le cadre de ces commentaires n'est pas forcément nouveau, puisque ça fait quand même quelques semaines qu'il critique le gouvernement russe, en particulier le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et le général Gerasimov pour l'action qui s'entreprennent dans la stratégie, dans la guerre en Ukraine. Décidément, donc, il est passé à la vitesse supérieure. Donc d'abord, il accuse l'état-major russe d'avoir bombardé les troupes du groupe Wagner. Donc ensuite, il annonce marcher sur Moscou dans un esprit de justice pour obtenir la justice pour ces hommes et les militaires qui selon lui meurent sur le front à cause justement de mauvaises décisions qui sont prises par les gouvernants en Russie. Mais qui est donc Yevgeny Prigozhin? Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se met effectivement en scène. Alors il y a plusieurs choses. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Prigozhin n'est absolument pas quelqu'un qu'on pourrait qualifier de personne indépendante. Alors c'est absolument pas quelqu'un qui s'est fait tout seul. Ça, il faut bien avoir conscience du fait que donc c'est un personnage qui a été créé de toutes pièces par les services secrets russes. Surtout pour répondre à la question de ceux qui posent un pronostic en disant que peut-être que Yevgeny Prigozhin va essayer de prendre le pouvoir en Russie, voire être candidat aux élections présidentielles en 2024. Alors, je leur réponds tout de suite non, 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 et encore une fois non, c'est pas possible, pour une raison toute simple. C'est que Prigozhin est ce qu'on appelle un zek en Russie. Un zek, donc zek Lucharny, en gros, c'est quelqu'un qui a fait de la prison. Voilà, donc pour parler un langage plus cru, c'est un ancien taular. Donc c'est exactement ça à quoi le terme zek fait référence. Donc dans la mesure où c'est un ancien taular, effectivement, c'est quelqu'un qui a fait 10 ans de prison pour des faits de droit commun. Donc c'est un simple criminel. Hein. Donc on ne parle pas de prisonnier politique, c'est un criminel qui a fait 10 ans de prison. Donc il est absolument hors de question qu'en Russie il puisse prétendre à une fonction politique, fonction publique quelconque. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Donc Yevgeny Prigozhin en tant que tel n'a absolument aucune chance de pouvoir accéder un jour à un quelconque élément du pouvoir russe. Ça, c'est absolument exclu. C'est quelqu'un qui est un instrument finalement dans les mains de ceux qui l'ont créé. Il est un instrument, il restera un instrument jusqu'à son dernier soupir, et ça, il faut en avoir conscience. Donc, toutes ces spéculations sur le fait que Prigozhin veut essayer de prendre le pouvoir en Russie, ça, c'est absolument exclu. Donc non, ça, c'est de la science-fiction. Et je pense que Prigozhin lui-même s'en rend compte. Donc c'est pas quelqu'un dépourvu de cerveau. Donc il se rend parfaitement compte du fait que le pouvoir, c'est une chose inaccessible pour lui en Russie. Alors maintenant, il faut bien aussi voir ce que c'est le groupe Wagner. Alors le groupe Wagner, c'est pas une compagnie indépendante, attention, parce que ça aussi, on le dit pas assez souvent. On compare le groupe Wagner au groupe américain Mossad, par exemple, c'était aussi un groupe de mercenaires, ou alors d'autres compagnies de mercenaires américaines. Alors ça n'a rien à voir, parce que les compagnies de mercenaires américaines, donc il y en a qui jouissent d'une grande indépendance, qui sont effectivement créées par des gens qui en ont les moyens, et qui sont plus ou moins indépendants, souvent plus que moins. Alors en Russie, c'est pas le cas. En Russie, il n'y a rien
qui se passe sans que le pouvoir l'ait validé. Ça, il faut bien comprendre qu'en Russie, un groupe tel que le groupe Wagner ne pourrait jamais exister si ça n'avait pas été validé par le Kremlin ou les sphères participant au pouvoir. Donc, le groupe Wagner, c'est quoi? Finalement, c'est une entité qui a été créée par les services secrets, principalement le GRU. Voilà, donc on a 4 services secrets en Russie. Il y a le FSB, il y a le FSO, donc c'est le service de sécurité gouvernemental. Ensuite, on a le GRU, le VSR. Donc le GRU, c'est les services secrets de l'armée, GRU, ce qu'on appelle aussi l'aquarium, dans un langage courant. Et donc ce service secret, en collaboration peut-être avec d'autres services secrets, a créé en fait un groupe de mercenaires qui était destiné à aller étendre la puissance russe dans le monde. Voilà, donc c'était principalement à l'époque la Syrie, ensuite l'Afrique. Alors le groupe Wagner est aussi intervenu en Biélorussie pendant les élections présidentielles de 2020, à l'époque où le Kremlin se demandait s'il fallait pas changer de président et mettre quelqu'un d'autre à la place de Alexander Loukachenko. Donc le groupe Wagner est intervenu aussi dans les pays dits de la CEI, hein, donc sur l'ex-espace de l'URSS, au Kazakhstan, Tadjikistan, autres pays. En Arménie notamment. Donc en fait, c'est un groupe de mercenaires qui intervient là où l'armée ne peut pas intervenir officiellement. Donc évidemment, c'est un groupe qui est engagé dans le Donbass depuis 2014. Voilà, donc il faut bien voir que ce groupe Wagner s'inscrit dans ce qu'on appelle la stratégie des petits bonshommes verts, hein, russes, donc des soldats pas considérés comme des soldats russes, des soldats qui sont pas en uniforme, mais qui sont là pour remplir des missions qui leur ont été attribuées par le gouvernement russe. Donc le groupe Wagner, c'est pas un groupe qui soit indépendant du tout. Donc c'est un prolongement des services secrets de l'armée. C'est un groupe qui répond aux ordres de ses créateurs, et ses créateurs, c'est pas Prigozhin. Prigozhin, c'est une marionnette qu'on a mis à la place du dirigeant du groupe, et puis c'est tout. Hein. Finalement, Prigozhin, il faut voir Prigozhin comme ses hommes, c'est-à-dire c'est un ancien taular finalement qui a été recruté par les services secrets et qui remplit des missions. Voilà, c'est tout. Et il est exactement comme les hommes qui recrutent, donc des taulards à qui on donne la mission de faire la guerre en Ukraine. Voilà, donc il est pas plus que ça, et il sera jamais plus que ça. Donc si aujourd'hui Prigozhin se permet de critiquer le gouvernement russe, si finalement ça fait des mois qu'il critique certains dirigeants russes, donc le ministre de la Défense, le général en chef, d'une certaine façon Poutine, c'est qu'en fait ça a été validé par un certain cercle du membre de pouvoir. Ça, il faut bien comprendre. Il fait pas ça de sa propre initiative, il fait pas ça de son propre chef, il ne le ferait jamais. Parce que s'il avait osé critiquer le gouvernement russe ou qui que ce soit appartenant au groupe dans le pouvoir en Russie, il serait simplement éliminé. Donc ça, il faut bien comprendre que s'il critique le gouvernement russe, s'il critique la stratégie russe en Ukraine, c'est que ça a été validé par quelqu'un et quelqu'un lui garantit sa sécurité. Et ce qui se passe aujourd'hui, il faut l'avoir de la même façon. Si aujourd'hui, Yevgeny Prigozhin fait finalement sécession ou rébellion, il se rebelle contre l'armée russe, c'est qu'il a des garanties de sécurité de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement que là, il joue sa vie. C'est pas sa liberté qui joue, c'est sa vie. Donc il sait parfaitement que quelqu'un est derrière lui. Donc s'il le sait, c'est que finalement il agit pas en son nom. Donc il faut bien voir que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un certain groupe d'officiers, sûrement, de politiciens, de gens mécontents de ce qui se passe. D'une part, de ce qui se passe en Ukraine, et d'autre part, ce qui se passe dans le pays. Alors, il faut bien comprendre que Vladimir Poutine, est en train de faiblir. Hein, c'est un dirigeant qui est plutôt vers la fin de sa carrière politique et de sa présidentielle. Et donc le conflit pour prendre le pouvoir a commencé. Voilà, et il faut voir ça comme ça. Alors maintenant, on présente la Russie souvent comme une dictature sanguinaire, impitoyable, mais c'est pas forcément vrai, parce que le débat interne en Russie, justement dans les élites du pouvoir, concernant la guerre en Ukraine, il est présent depuis des mois. Alors depuis l'échec de la première offensive russe en Ukraine en février-mars 2022, la stratégie russe a été remise en question. Pourquoi? Parce que finalement,
tout porte à croire que l'intervention russe en Ukraine, ça a été forcé par Poutine et son entourage. C'est-à-dire que il n'y avait pas l'acceptation, la validation de tout le monde, en fait, de tous ceux qui est parti au pouvoir. Et ça aussi, il faut revenir un peu à la période soviétique, parce que alors, prenons l'intervention en Tchécoslovaquie, par exemple. L'intervention en Tchécoslovaquie a été validée par ce qu'on appelait le Politburo du Parti communiste soviétique. Voilà, le KPZL. Le problème, en fait, c'est que aujourd'hui, on n'a pas ce genre de débat. C'est-à-dire qu'à l'époque, contrairement à ce qu'on a bien pu présenter, en fait, dans les élites du Parti communiste, il y avait toujours un groupe de gens qui dirigeaient. Donc, par exemple, sous Brejnev, il y avait 5-6 personnes qui, effectivement, étaient aux commandes. Hein. C'était donc le chef du GRU, du KGB à l'époque. Voilà, donc il y avait donc certains groupes qui étaient représentés comme ça, le premier secrétaire du parti, et 5-6 personnes. Et ces 5-6 personnes, elles prenaient une décision. Et donc, s'il n'y avait pas de décision majoritaire, la décision n'était pas prise. Et par exemple, il y a eu un exemple qu'on connaît très mal, c'est l'intervention soviétique en Pologne qui était programmée, qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été validé, en fait, par tout le monde. Elle avait été voulue par le chef de l'état-major de l'armée, Kulikov. Elle avait été soutenue aussi par Ustinov ensuite, donc aussi donc un proche de Kulikov, mais ça n'a jamais été validé par Brejnev, par exemple, et d'autres. Donc, si l'intervention soviétique en Pologne n'a pas lieu, c'est qu'on n'est pas arrivé à une majorité. Alors que ce qui s'est passé là, avec l'intervention en Ukraine, c'est que tout porte à croire que c'est Poutine et son plus proche entourage qui ont fait le forcing pour faire cette intervention. Donc, elle a eu lieu. Donc elle s'est finalement soldée par un échec parce que bon, cette guerre, d'un point de vue russe, elle aurait dû déjà ne pas devenir une guerre. Parce que quand les Russes parlent d'opération spéciale, c'est comme ça qu'ils le voient. Hein, c'est que ça n'aurait jamais dû devenir un conflit de haute intensité. L'intervention en Ukraine, elle avait pour destination de changer de gouvernement, c'est tout. Mais il n'avait jamais été question de mener une guerre qui allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, voilà. Donc le simple fait que l'opération spéciale telle qu'il la présente n'ait pas marché, c'est déjà considéré comme un échec. Mais justement, comme un échec de ceux qui l'ont organisé. Donc tout porte à croire que c'était Poutine, Sergei Shoigu, justement Gerasimov. Donc l'entourage proche de Poutine. Maintenant, aujourd'hui, même pas qu'aujourd'hui, mais depuis quelques mois, il y a un fort débat en Russie concernant de ce qu'il faut faire ensuite. C'est-à-dire qu'on en est là. Que faut-il faire pour sortir de cette situation? Donc, d'une part, vous avez l'aile plus radicale, donc qui est représentée par Dmitry Medvedev, l'ancien président. Alors, on a tendance à se moquer de lui. On parle de lui comme un alcoolo qui ferait des tweets en étant en état d'ébriété, mais c'est pas forcément le cas parce que bon, effectivement, donc aujourd'hui, c'est le vice-président du Conseil national de sécurité, mais c'est quand même quelqu'un qui tend à se faire connaître et qui fait ses réseaux. Donc c'est pas n'importe qui, comme on a tendance à le présenter, et c'est quelqu'un qui présente une ligne dure, c'est quelqu'un qui estime qu'il faut étendre le conflit, qu'il faut aller s'attaquer à la source, à savoir s'attaquer à la Pologne, puisque c'est par la Pologne aujourd'hui que passe l'aide à l'Ukraine principalement. Donc voilà. Donc il y a ceux qui estiment que on n'y met pas assez les formes, qu'il faut que dans la mesure où l'Occident soutient l'Ukraine, la Russie devrait justement attaquer donc les pays qui constituent l'élément logistique de base du soutien occidental à l'Ukraine. Après, il y a ceux qui estiment que l'opération en Ukraine telle qu'elle est menée, en fait, peut encore être gagnée, sauf qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Et justement, là, on en porte la responsabilité, on porte la responsabilité à Poutine, à son entourage, en estimant que justement que c'est pas normal. Comment se fait-il que la Russie puisse être attaquée sur son propre territoire? On rappelle quand même qu'il y a pas mal d'incursions, hein, sur le territoire russe. Alors il y a ce qu'on appelle le RDK. Donc, ça aussi, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. On parle de volontaires, de volontaires russes qui seraient bénévoles quelque part et qui se battraient pour l'Ukraine. Bon, moi je pense que c'est un autre groupe de mercenaires qui est là justement pour se battre cette fois contre les forces de Moscou. Mais bon, qu'importe. Dans tous les cas, effectivement, donc il y a eu une tentative d'attaque par drone du Kremlin. Donc on ne sait pas dans quelle mesure c'était une attaque dangereuse ou pas, est-ce qu'effectivement elle a été maîtrisée ou pas. Mais dans tous les cas, il y a des attaques de cibles, d'objectifs
industrielle, militaire sur le territoire russe, notamment en Crimée. Bon, la Crimée, on n'est pas reconnu comme territoire russe, mais les Russes le considèrent comme son territoire. Donc attaquer la Crimée, d'un point de vue russe, c'est attaquer la Russie. Et donc tout ça, c'est perçu comme l'échec, la faiblesse des gens qui sont au pouvoir en Russie. Et il y a tout un groupe de gens, justement, qui estiment que ces gens-là doivent partir parce qu'ils mènent la Russie vers sa perte, parce qu'ils ne savent pas gérer le conflit, parce qu'à cause d'eux, beaucoup de gens meurent, et qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est soit l'escalade, soit un changement de stratégie, mais qu'en fait, il faut que ces gens-là partent pour que la stratégie change. Donc voilà, mais maintenant, on peut pas donner de nom, c'est-à-dire que on voit dans le débat russe interne qu'il y a effectivement ces groupes qui viennent s'affronter, donc entre Vladimir Soloviev, donc qui est un personnage important parce que bon, c'est un personnage donc qui s'occupe des médias, qui est l'une des personnes les plus médiatiques en Russie, que ce soit justement Prigozhin qui parle sur Telegram, mais comme dit, sa parole est validée, donc quelqu'un le laisse parler, quelqu'un veut qu'il dise ce qu'il dit. Mais qui exactement? On peut supposer que c'est un groupe proche de l'armée ou faisant partie de l'armée, un certain nombre de gens qui sont connectés aux services secrets, mais lesquels on peut pas vraiment le dire. Donc tout ça fait que ce qu'il faut y voir, c'est effectivement une tentative de faire bouger les choses. Donc Prigozhin n'est absolument pas indépendant. Ça, je vais le répéter en fait encore 1000 fois, mais c'est important qu'on comprenne bien, c'est que ce que fait Prigozhin, il le fait pas pour lui, il le fait parce que on lui a ordonné, parce qu'on lui a donné des garanties de sécurité. Donc voilà, mais derrière lui, il y a un groupe de gens effectivement mécontents. Alors est-ce que ce groupe aujourd'hui, il tend à renverser Poutine ou alors juste à renverser certains membres de son gouvernement? Alors, je pense pas qu'on ait affaire pour l'instant, en fait, à une tentative de renversement de Poutine. Aujourd'hui, c'est plutôt une tentative de renverser certains éléments de ce régime qu'on estime comme étant handicapants, présentant des soucis. Donc, je pense pas qu'on soit dans une état de figure où on essaye de renverser Poutine. Mais il faut aussi voir que finalement, à la réponse de ceux qui disaient que c'était finalement peut-être même Poutine lui-même qui avait demandé à Prigozhin de faire ce qu'il fait, bah, la réponse est non, puisque Poutine vient de dire clairement que c'était un coup de poignard dans le dos des citoyens russes, du peuple russe, et que Prigozhin allait être puni, arrêté, éliminé, puni, etc., etc. Donc Poutine absolument ne valide pas ce qui se passe. Donc il faut y voir effectivement donc ce qui se passe, il faut y voir la réaction d'un certain nombre de gens mécontents du système qui veulent des changements, mais pas forcément une chute du régime. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire maintenant. Maintenant, si l'on se réfère à l'histoire, les coups d'État militaires en Russie ne font pas bon marché. Le dernier, finalement, a eu lieu en 1991. On se rappelle bien le coup d'État du général Yanayev donc contre Mikhail Gorbatchev. C'est un coup d'État qui n'a pas tenu. Alors, ça aussi, c'est un coup d'État dont on ne connaît pas forcément toutes les coulisses. Alors, il y a beaucoup de temps à croire que ce coup d'État, en fait, a été fait avec l'acceptation de Gorbatchev. Pourquoi? Parce que Gorbatchev s'est rendu compte que l'URSS, en fait, partait en lambeaux. Et finalement, ce coup d'État avait quelque part pour rôle de sauver ce qui pouvait être sauvé de l'URSS. Parce qu'il faut bien comprendre que Mikhail Gorbatchev, un petit peu d'histoire, n'avait pas pour but de détruire, de faire chuter le bloc soviétique. Non, c'est arrivé. Alors, je veux dire, c'est arrivé à partir des décisions qui ont été prises, la perestroïka, la glasnost, les tables rondes dans les différents pays communistes. Donc, ce sont les conséquences des décisions qui ont été prises à Moscou, les conséquences du dégel, mais ça n'avait pas été prévu. Donc, quand on s'est rendu compte que le pacte de Varsovie s'était démantelé tout seul, qu'il avait chuté, on a essayé de sauver l'URSS et beaucoup d'éléments pourraient nous laisser penser effectivement que ça a été validé par Gorbatchev. Voilà. Mais le fait est que c'est un coup d'État qui n'a pas tenu, parce qu'on se rappelle de Boris Yeltsin qui s'est mis debout sur un tank et qui a déclaré que les coups d'État militaires et que le fasciste, comme on l'avait appelé ça à l'époque, ne passerait pas. Donc, l'armée n'est pas assez forte en Russie pour prendre le pouvoir à elle toute seule. Le pouvoir russe, c'est un hybride un petit peu compliqué. Donc, c'est un hybride composé de militaires, de services secrets, aujourd'hui d'un certain nombre d'oligarques. Donc, c'est un hybride un peu compliqué.
mais l'armée à elle-même n'est pas en mesure de prendre le pouvoir en Russie. Voilà, donc ça il faut bien le voir aussi. Donc, tout porte à croire que le coup d'État n'aboutira pas à la chute de Poutine. Ça paraît hautement improbable aujourd'hui. Quel qu'en sera le déroulé, le régime tiendra. Maintenant, ce coup d'État, la Russie va en profiter. Pourquoi? Parce que si l'Occident aujourd'hui essaie de bloquer l'expansion russe en soutenant l'Ukraine, l'Occident ne veut pas d'une Russie anarchique et incontrôlable. Alors, on a tous peut-être pas ceux qui l'ont vécu, mais qui l'ont pas vécu, mais beaucoup de dirigeants ont le souvenir des années 90 et finalement, à l'époque, certains regrettaient même la guerre froide parce que la guerre froide, à l'époque de la guerre froide, les choses étaient claires et ordonnées. Alors que, donc d'un côté les soviétiques, d'un autre l'Occident, mais on pouvait prévoir ce qu'allaient faire les soviétiques, alors qu'avec la Russie de Yeltsin, la Russie était assez incontrôlable et on avait même commencé à envisager des coups d'État qui pourraient faire imploser le pays. Alors je pense qu'on était un peu, on était un peu trop, on était un peu allé trop dans la fiction d'époque, mais quand même, il y a même eu des films de fiction qui sont d'ailleurs qui ont été faits à l'époque, qui présentaient une situation où la Russie était tombée dans l'anarchie, qu'il y a eu un coup d'État et qui mettent en place des nationalistes. Alors il y a deux films qu'on peut citer comme ça de mémoire, que je peux citer de mémoire. Donc c'est USS Alabama avec Denzel Washington. Donc voilà, c'est un film où on a effectivement un général qui veut prendre le pouvoir en Russie, nationaliste, et là du coup ça fait qu'il y a la menace nucléaire. Le deuxième film c'est Air Force One avec Harrison Ford. Aussi on vous parle d'un nostalgique de l'époque soviétique qui veut reprendre le pouvoir en Russie contre un pouvoir faible à Moscou. Donc ça, c'est ce qui se passe. Ça, la Russie peut l'utiliser à son avantage en disant, ah voilà, attention, vous voulez nous déstabiliser, mais faites attention, parce que si vous nous déstabilisez, ben, du coup, la Russie pourrait tomber dans l'anarchie, et ça arrangera les affaires de personne. Et bon, l'avantage pour Poutine de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que face à un Prigozhin un peu incontrôlable et qui fait peur à tout le monde, Poutine devient carrément tout de suite plus sympa aux yeux de l'opinion publique en Occident. Donc ça fait que finalement, ce qui se passe, le Kremlin pourra le réutiliser à son avantage en poussant les négociations, en disant aux Occidentaux, mais attention, vous voulez nous affaiblir, mais ça peut avoir des conséquences pour vous, et ça peut marcher, c'est-à-dire que si effectivement la situation dure, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va, je pense, avoir une position en Occident qui va plutôt tendre vers des négociations et justement de débloquer un peu la situation pour éviter que la Russie ne sombre dans l'anarchie. Je pense également que des pays comme la Chine aussi vont pousser dans cette direction pour dire, voilà, une Russie chaotique n'est dans l'intérêt de personne. Donc cette situation de coup d'État, pas coup d'État, lutte interne, ça pourra être réexploité par le Kremlin très très prochainement à son avantage. Je pense que ce sera un argument qui va vraiment parler aux dirigeants occidentaux, parce que si l'Occident ne veut pas d'une Russie qui s'étend trop et qui gagne en influence, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Balkans, que ce soit en Amérique du Sud, etc. Elle ne veut pas non plus d'une Russie chaotique. Et je pense que l'Occident a bien plus peur d'une Russie chaotique que d'une Russie qui justement qui étend son expansion. Donc la perspective d'un chaos en Russie, la perspective d'une chute de régime et d'une incertitude, ça va parler aux Occidentaux et ça va faire que justement on va essayer de pousser vers des négociations. Donc tout ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Kiev qu'une bonne nouvelle, parce que cette situation ne va pas servir les intérêts de Kiev. Bien au contraire. Bien, il convient d'observer la situation, de ce qui se passe, ce qui va se passer dans ces prochaines heures. Le fait est que rien, pour l'instant, n'indique que Poutine ou son régime pourrait chuter. Maintenant, effectivement, qu'il y ait quelques changements dans les années du pouvoir, parce qu'effectivement, il y a eu pas mal d'échecs et le pouvoir est critiqué. Ça c'est possible, mais il faut pas s'attendre non plus à ce que le régime chute. Maintenant, il faut aussi voir que on a tendance à critiquer Poutine, mais Poutine fait partie de ceux qu'on pourrait estimer comme les moins radicaux. Parce que quand on regarde un peu les discours des autres dirigeants, comme Medvedev par exemple ou autres, il y a des dirigeants des gens qui font partie du pouvoir en Russie, qui poussent clairement vers la guerre avec l'Occident. Donc ça, il faut bien voir que la chute de Poutine ne serait pas forcément bénéfique pour l'Occident ni pour l'Ukraine.
Parce que dans tous les cas, un scénario où Poutine chute, son régime chute, et on arrive à une Russie démocratique et libérale, ça c'est un scénario de fiction. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, les forces libérales, si tant est qu'elles existent encore en Russie, elles sont faibles et quasiment insignifiantes. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible de penser à une révolution libérale en Russie. C'est inenvisageable. Et même ceux qui estiment qu'Alexei Navalny est quelqu'un qui représente l'aile libérale, je leur dis attention, Navalny c'est aussi une personne qui a fait partie du régime. Son arrestation, ce qui se passe, ça fait partie d'une guerre interne au sein du régime. Hein. C'est pas que Navalny était une personne libérale déjà à la base, donc il faudrait pas le confondre avec un Boris Nemtsov par exemple. Hein. C'est absolument pas ce genre de personnage. Hein. Donc aujourd'hui, il y a absolument personne en Russie qui sera en mesure d'instaurer une Russie démocratique, libérale, basée sur le modèle occidental. Ça, c'est complètement impossible. Ça, il faut se rendre compte, c'est complètement pas impossible. Donc aujourd'hui, on a le choix entre Poutine et sa façon de faire, sa stratégie, et un pouvoir encore plus radical qui, lui, pourrait justement aller étendre la guerre, donc la confrontation avec l'Occident vers des pays comme justement la Pologne ou les Balkans. Ça, il faut bien se rendre compte. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que le pouvoir ne changera pas. Alors, la situation peut évoluer. Hein. Il ne faut pas non plus prendre donc ce qu'on présente pour parole d'évangile. Donc moi, en tant qu'analyste, je me base sur mes connaissances de la Russie, sur mes connaissances du terrain, ainsi que mes connaissances et mon esprit d'analyse pour faire une analyse. Mais attention, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire avec certitude qu'il se passe... voilà, on n'a pas tous les éléments. C'est-à-dire que ce qui se passe en Russie, en fait, ça se passe souvent dans les bureaux, ça se passe souvent dans des cercles fermés. Et l'information, elle nous arrive partiellement plus tard. C'est comme l'information qui concerne un attentat. Donc, il y aurait eu une tentative d'attentat contre Poutine en mars 2022, aussi donc prétendument préparée par certains membres donc des services secrets. Cette information, on peut pas la vérifier. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on peut se baser sur les éléments qu'on a, mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas tout. Donc, il est impossible aujourd'hui de dire avec précision qu'est-ce qui va se passer, mais ce qui paraît quand même le plus probable à cette heure, c'est que la situation soit maîtrisée assez rapidement et que finalement, Vladimir Poutine reste en place, mais que cette situation-là soit un argument de taille pour lui, justement pour débloquer les négociations concernant l'Ukraine. Parce que l'Occident a sûrement bien plus peur d'une Russie chaotique et incontrôlable que d'une Russie tendant à s'expandre, à exporter son modèle et dans le monde, en Afrique, en Europe de l'Est ou quel que soit l'espace géopolitique. Mais en tout cas, une Russie chaotique, c'est ce qui va faire le plus peur à l'Occident. Donc cette situation, à moyen et long terme, servira les intérêts du Kremlin, voire de Poutine. Voilà ce que on peut en dire à l'heure actuelle. Je ne manquerai pas de refaire d'autres vidéos si d'autres éléments se présentent. Pour l'heure, je vous remercie de bien avoir voulu visionner cette vidéo. Pour ceux qui estiment que cette vidéo, ainsi que ce contenu a une certaine valeur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'invite également à cliquer sur j'aime, ça fera pas de mal à la vidéo ni à son auteur. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci du temps que vous m'avez consacré ainsi qu'à ma vidéo. À bientôt.